Alors, nous sommes Gwenaël Denoyer à ma gauche et moi je suis Hervé Delouche. On est de l'association 813, les Amis des littératures policières, qui est partenaire de Colère du Présent et du Salon depuis plusieurs années. Bienvenue. Eh bien, arrive Jérôme Leroy et nous avons à la droite de Jérôme Philippe Corcuff. Par rapport à ce que vous avez lu dans le programme pour venir ici pour cette table ronde sur les 70 ans de la série noire, vous pouvez constater qu'il y a quelques changements. Jean-Bernard Puy devait être présent sur cette table ronde. Il a été hospitalisé hier, il y est toujours. Ça n'est pas de quoi vous inquiéter ou nous inquiéter, ça n'est pas grave, mais Caril Ferret, qui est très proche de Jean-Bernard Puy, qui a préfacé la réédition dans un gros volume à la série noire de 5 des premiers romans de Puy, a choisi parce qu'il était inquiet, légitimement et amicalement, a choisi de rester dans les parages. Donc, nous allons évoquer les 70 ans de la série noire sans Jean-Bernard Puy et sans Caril Ferret, mais en pensant bien à eux et avec Jérôme Leroy qui lui est là et Philippe Corcuff. On va vous les présenter bien sûr un peu plus tard, très vite, mais qui nous a fait la gentillesse d'être parmi nous et qui connaît bien le roman noir. Donc 813, l'association dont Hervé vous parlait tout à l'heure, a ouvert l'année avec un dossier consacré aux 70 ans de la série noire. On a coordonné tous les deux. Série noire au sein de la maison Gallimard. Citons Gallimard. Un rappel très rapide, on va le faire vite fait. La série noire est créée en 1945 par Marcel Duhamel. C'est Prévert qui trouve le nom. C'est Picasso qui dessine la couverture. C'est la première collection à publier des romans noirs anglo-saxons. Boris Vian fait partie des premiers traducteurs. Dans les premiers dans les premiers auteurs de cette collection, on va trouver Peter Cheney, Adelaide Chase, Chandler ou encore Dashiell Hammett. Et en France, on peut dire que c'est cette collection qui va être la matrice de ce qu'on appelle aujourd'hui le polar et qui reste encore associée aujourd'hui. La série noire s'est ouverte assez rapidement après sa création à des auteurs français. Et ainsi, Jean Mecker, alias Amilac, un auteur très cher au festival, dont le prix qui porte son nom a été remis hier soir à Pascal Dessin, a publié en 1950 « Il n'y a pas de bon Dieu » à la série noire. Donc la porte était ouverte pour les auteurs français, ils sont engouffrés. Et à la suite de Manchette, par exemple, on a eu Jean-Bernard Puy, qui n'est pas là. Et la relève est assurée par des auteurs plus jeunes, comme Caril Ferret, qui n'est pas là, mais Jérôme Leroy, qui nous représente. Voilà. Donc 3 auteurs, que ce soit Jean-Bernard Puy, Caril Ferret ou Jérôme, qui sont des auteurs très fidèles au festival depuis des années. Je vais te présenter Jérôme. Contrairement, on va un petit peu évoquer régulièrement, je pense, Caril Ferret et Jean-Bernard Puy, du fait qu'on avait, on avait préparé nos questions un petit peu en fonction. Donc, des fois, ça va peut-être un petit peu tâtonner, puisque le plateau a complètement changé. Vous t'excuserez cette improvisation, voilà, parce que ce sont des choses que nous n'avons appris qu'il y a quelques heures. Voilà. Donc Jérôme Leroy, contrairement aux 2 auteurs qui devaient être présents avec nous sur le plateau, à de rares exceptions près pour eux, le roman noir est un de tes moyens d'expression, mais je ne suis pas sûre du tout que tu te définirais comme un écrivain de polar. Est-ce que de noir, plutôt, ça t'irait mieux ou Je me définis comme un écrivain, et il se trouve que depuis quelques années, je trouve que le meilleur... Enfin, ce que j'ai envie de raconter et de dire, c'est plutôt dans ce sens-là que c'est passé, oui. Ce que j'ai envie de raconter et de dire a pris presque naturellement la forme du roman noir, de ce que j'appelle le roman noir. On reviendra peut-être à la définition à travers la série noire, mais parce que je pense que vouloir
être, cette expression de manchette aussi, témoin de son temps. Aujourd'hui, c'est pas moi qui fais du roman noir, c'est la réalité qui est potentiellement un roman noir. Donc le fait de raconter ce que j'ai envie de raconter aujourd'hui, c'est du roman noir. Donc de fait, pas comme un écrivain de polar, mais comme un romancier noir, oui, certainement. Tu frayes régulièrement avec la poésie, par exemple, et vient juste de paraître à la table ronde sauf dans les chansons, pardon, et c'est un recueil de poésie. Un recueil de poèmes, oui. Oui, non, mais simplement pour dire que j'ai jamais vu très rapidement, je n'avais jamais vu de contradiction entre le fait d'être un auteur de roman noir et d'écrire de la poésie. C'est le point commun. Enfin, d'ailleurs, je suis pas le seul. Je pense à Marc Villard, par exemple, aujourd'hui, mais bon, il faut savoir que Léo Mallet avait écrit de la poésie aussi, que la série noire est née finalement dans la mouvance du surréalisme, d'une certaine manière. Les surréalistes eux-mêmes adoraient la littérature populaire, Fantomas, etc. Et donc, précisément, la poésie est un autre moyen d'approcher le réel, c'est-à-dire que comme le roman noir. Donc en fait, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est pas opposé, c'est pas l'un détendrait par rapport à l'autre. Enfin, je sais pas quoi. C'est-à-dire que ça obéit pas à une économie intime. C'est que par moment, c'est ce que je veux appréhender, ça passera par la poésie. Vient aussi juste de sortir, toujours à la table ronde, un recueil les jours d'après, voilà, de nouvelles. Tu es l'auteur, pour balayer, pour donner quelques titres comme ça, de Monnaie Bleue, qui est paru en 2009, toujours à la table ronde, de La Minute prescrite pour l'assaut chez Milieu et Nuit. Et puisqu'on est ici tout de même pour parler de la série noire, c'est avec ton roman Le Bloc que tu rentres à la série noire en 2011, donc en fait assez récemment. C'est un roman, pour aller vite, qui nous plonge dans un parti d'extrême droite qui est à deux doigts d'arriver au pouvoir, dans une France pas si imaginaire que ça. L'Ange Gardien, ton dernier polar, ton dernier roman noir, toujours à la série noire, est sorti l'année dernière. Et je précise d'ailleurs qu'il a reçu le prix des lecteurs à Quai du Polar cette année. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est fait ton entrée à la série noire? Et est-ce que ça représentait quelque chose pour toi de t'inscrire dans cette collection? Mon entrée à la série noire s'est faite... en fait, c'est Aurélien Masson, donc l'actuel directeur de la collection, qui est venu me chercher après avoir lu Monnaie Bleue, justement. On lui avait, des gens bien intentionnés, lui a mis Monnaie Bleue entre les mains, et donc il a dit je trouverais tout à fait naturel qu'on travaille ensemble. Et pour moi, ça a représenté énormément, parce que il se trouve que j'ai des grands-parents instituteurs, mon grand-père était un abonné de la NRF, dans les années 30, c'est-à-dire que c'était vraiment pour moi c'était une forme de... J'osais à peine y penser, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de surmoi comme ça qui d'ailleurs m'a fait écrire assez lentement finalement, enfin m'a fait tourner longtemps autour du pot, comme si je me sentais quelque part indigne, que j'allais pas y arriver, quoi. Une espèce de surmoi comme ça littéraire, alors que j'avais déjà une quinzaine de livres derrière moi à ce moment-là. Et bon, finalement, une fois que tout ça s'est levé, ça s'est fait. Mais oui, ça a représenté quelque chose d'assez fort symboliquement, en tant qu'écrivain et puis en tant que lecteur. Oui. Voilà. Philippe Corcuff, tu me coupes si je dis des bêtises. Je me fie en fait à la 4e de couverture d'un livre que tu as publié, je crois que c'était il y a 2 ans, qui s'appelle Polar, philosophie et critique sociale, aux éditions textuelles. Tu es toujours maître de conférence de sciences politiques à l'IEP de Lyon. Voilà. Et il n'y a pas que Michel Onfray à s'intéresser aux universités populaires. Philippe Corcuff a été cofondateur de l'Université populaire de Lyon et de l'Université critique et citoyenne de Nîmes, qui est à Région maintenant, je crois. Oui, je travaille à Lyon, mais j'habite Nîmes. Voilà. Il est également, par des prises de position publiques que l'on peut aisément connaître, il est militant, altermondialiste, libertaire.
Et il est connu pour des travaux sur la critique sociale, notamment Où est passée la critique sociale à la découverte, et Marx, 21e siècle. J'ai envie oui, d'abord de dire quelques mots sur ce livre. Peut-être d'ailleurs comment est venue l'idée de recueillir, de faire ce recueil sur le polar. Bah, il y avait plusieurs choses. J'avais depuis, j'ai quitté Charlie Hebdo, j'étais chroniqueur à Charlie Hebdo entre 2000 et 2004. Et j'ai quitté Charlie Hebdo à cause de divergences avec Philippe Val, déjà autour de l'islam d'ailleurs, c'est toujours le même problème. Mais j'étais resté très ami avec Charb, et donc avec Charb, on a, jusqu'à sa mort, on a fait une chronique un peu irrégulière sur un site lyonnais qui s'appelle Le Zèbre, une chronique autour du polar. Donc je faisais le texte, il faisait le dessin. Et donc on a regroupé ces chroniques, c'est la deuxième partie du livre. Et puis, comme je lis des romans noirs depuis un certain temps, j'avais commencé à écrire des textes autour du roman noir, et donc j'ai prolongé. Donc il y a une série de chapitres, c'est la première partie, qui est une réflexion sur comment on peut associer la question de la critique sociale, la critique du capitalisme et des formes de domination, avec aussi une dimension philosophique, c'est-à-dire une dimension d'interrogation sur le sens de l'existence, et comment le roman noir permet d'associer les deux, le niveau de la critique du monde et le niveau de l'interrogation sur le sens de l'existence. Voilà. Et donc d'où ce va-et-vient entre la critique sociale, la philosophie et le roman noir, et donc l'idée de ce livre. Alors c'est un livre où, selon une belle formule que je crois que tu utilises un peu dans les premières pages, tu t'y risques sur les sentiers du polar, glissants, tortueux, sombres, ambigus, risqués. À cet effet, tu revisites des livres de grands anciens, au beau sens du terme, comme Dashiell Hammett, David Goudis, Ross MacDonald, Howard Fast, et puis plus récemment James Lee Burke, James Crumley, James Alice, Dennis Lehane, l'auteur de Mystic River, Shutter Island, etc. Mais alors, on a tout à l'heure évoqué en présentation le Jean-Bernard Puy et son arrivée aux côtés d'auteurs comme Fajardy, Deninx, Jonquet, Jean-François Villard, juste après l'ouverture faite par Manchette. Jean-Bernard Puy, l'écrivain, l'éditeur qu'il a été, en même temps le regard critique et humoristique qu'il a eu sur le genre. Qu'est-ce que... La question, je vous la pose à tous les deux, mais Philippe d'abord, qu'est-ce que tu pourrais dire sur son apport ? Moi, en fait, j'ai commencé à lire, surtout peut-être quand j'étais plus jeune, j'avais commencé peut-être à lire quelques Chandler et Hammett, mais j'ai pris plutôt au départ le polar français avec Manchette, et donc j'ai lu Puy, je pense, assez tôt. D'autant plus que, je dois dire, c'est un de ses premiers, sans doute, ça devait s'appeler La pêche aux anges, où un des personnages principaux est un livre de ce que je considérais comme le plus grand philosophe de l'histoire de la philosophie, qui est Ludwig Wittgenstein, puisque un des éléments de l'intrigue, c'est la circulation d'un livre qui s'appelle le Tractatus Logico-Philosophicus de Wittgenstein. Et donc, il me semble qu'il s'inscrivait dans la perspective du roman noir en justement en intégrant cette dimension d'ironie, disons, post-68 art. Et disons, ça serait mon attachement à ce qu'a fait Puy. Et puis j'avais lu un très bon, mais je me rappelle plus le titre, un très bon roman de science-fiction qu'il a fait. Peut-être c'est son meilleur livre, je trouve. Je me rappelle plus du tout le nom. Le Bienheureux ? Oui, c'est ça. La Talente. Voilà. C'était dans une maison d'édition en dehors. J'avais trouvé que c'était le plus intéressant pour moi. Et voilà. Et après, par contre, j'ai été plus
J'en ai discuté souvent avec lui, on est en désaccord radical. Je pense que l'histoire de ce qui s'est fait avec le poulpe a été d'une certaine façon la fin de l'apport du roman noir français. Et bon, la fin est le début, hein, peut-être. Parce que c'était le signe, le poulpe, d'une certaine dégradation politico-esthétique de ce qu'on appelait le roman noir. Alors, certains ne connaissent peut-être pas plus le poulpe maintenant, puisque ça doit être la fin des années 80, début des années 90, je pense, et ça c'est... Voilà, et c'est le gros problème de... C'est-à-dire Manchette intervient comme proposant une sorte d'hybridation, enfin de recréation du genre du roman noir dans le contexte français, avec un style très particulier. Et ça produit quelque chose de très intéressant dans un premier temps, avec toute une série d'auteurs. Et puis le label qui va s'appeler Néopolar se diffuse, et en se diffusant, il intègre des éléments de plus en plus problématiques, je trouve contestables sur le plan esthétique, et surtout une sorte de culture gauchiste pour post-68 attardé, où il s'agissait à travers une série de romans d'aller chercher les stéréotypes et les préjugés de gens qui étaient dans cette culture post-68arde, et ça donnait des choses du type on avait des patrons qui étaient pédophiles, qui étaient nécessairement au Front National et qui étaient en lien avec les truands. Et donc c'est une sorte de déconstruction. Or, on pourra reparler du roman noir, mais la portée politique du roman noir, sa radicalité, disons, à la fois anticapitaliste et anarchiste, je trouve, elle n'est pas dans les thèmes de fait de dire Front National, pédophile, etc., mais elle est dans son esthétique. Et voilà, et c'est ce qu'a perdu une partie de la fin de la comète du néopolar. Juste avant de donner la parole à Jérôme, bien évidemment, je crois qu'on est tous les quatre sur ce plateau tout à fait convaincus de cette chose. C'est pour ça que quand j'ai cité quelques auteurs, il y en aurait d'autres autour de Jean-Bernard Pouy, j'ai pris soin de citer ceux que je pense pour lesquels on peut balayer l'étiquette de néopolar, qui n'est pas une très bonne chose. Jérôme, Jean-Bernard. Jean-Bernard, moi, c'est ça se... Je dois lire Nous avons brûlé une sainte, qui est son premier, si je ne m'abuse. C'est l'époque où j'achète les séries noires, c'est-à-dire que je dois avoir 20 ans, à peu près. C'est l'époque où j'achète les séries noires. Je me souviens que j'ai même acheté le dernier Manchette, par exemple, paru, La position du tireur couché. J'ai acheté aussi en série noire. C'est l'époque où je découvre aussi à l'autre bord du prisme, ADG, par exemple, que je tiens pour un sale type politiquement, mais un très grand écrivain. Ça arrive. Et oui, c'est bien le problème. Et précisément, je pense que ces auteurs qu'on qualifie parce qu'il faut bien mettre une étiquette ou essayer de regrouper des gens en mouvement, dans une mouvance plus exactement. On parle du néopolar. Bon, je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe Corcuff, au moins en partie, sur le fait qu'effectivement, c'est pas forcément le néopolar, c'est-à-dire si on estime que c'est Manchette et les auteurs que tu as cités, Hervé, c'est pas forcément le néopolar qui pose problème, c'est le néo-néopolar, si je puis dire. C'est-à-dire que cette façon de continuer une forme oui, figée. Enfin, effectivement, on est presque dans l'ordre du syntagme figé, c'est-à-dire le patron fasciste, épicier raciste. Et par exemple, ça a énormément nui, à mon avis, à l'appréhension romanesque d'un phénomène comme le Front National. J'en parle d'autant plus à l'aise que dans le bloc, j'ai précisément essayé de faire tout sauf un roman antifasciste. Entendons-nous, un roman antifasciste au sens canonique du terme, précisément en changeant les points de vue, et puis voilà, en essayant d'aborder la chose dans sa complexité, parce que le roman, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est une littérature populaire que c'est une littérature simpliste. Jean-Bernard Pouy, moi, s'inscrit dans cette mouvance-là très clairement. Alors, sur l'inventure du poulpe, moi, j'en ai fait un d'autant plus à l'aise que je suis d'autant plus à l'aise pour en parler, que effectivement, je pense qu'il y a eu différentes saisons dans le poulpe. Ça se crée en 95, donc ça fait 20 ans, en fait. Oui, c'est ça, attendez, parce que le temps passe tellement vite en ce moment, c'est que, donc, ça fait 20 ans. Les premiers sont très amusants. Après, il y a eu une volonté de la part de
JB de prendre à peu près tout ce qui se présentait. Il y a eu une interruption, c'est reparti à mon avis sur des bases différentes, où il y a des choses à la fois intéressantes, drôles et originales, donc ça reprend un peu de couleur, ça me semble ça quand même net. Ceci étant dit, effectivement, si ça devait rester les poulpes des années 2000, enfin autour de voilà, c'est quand même pas très très glorieux quoi. C'est à la fin d'un moment. Effectivement, il y a toujours des titres qui surnagent, etc. Mais c'est plus parfois c'était de l'ordre du tract ou de l'ordre de voilà. Et ce qu'il faut absolument éviter. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on prend chacun des auteurs que tu as cités, dont JB, puisque c'est plutôt JB qu'il est question ici, c'est que là le volume qui vient de paraître de ces premiers romans en série noire, une espèce d'omnibus comme ça, montre à quel point finalement ces écrivains qu'on veut mettre dans la mouvance néopolar sont extrêmement différents les uns des autres, et que Pouilly apporte une dimension d'invention formelle, de jeu avec le langage, qui est quelque chose qui est sa marque de fabrique. De même que, je sais pas, la marque enfin voilà, c'est pas, on les regroupe sous appellation commune pour des raisons de facilité, mais ce sont des tempéraments très différents, même si effectivement ils sont tous de la même génération, ce sont tous d'anciens 68 arts, et autre point de vue qui me semble assez important aussi, ce sont tous des gens qui ont eu des expériences professionnelles qui les ont mis au contact de ce qu'il y a de dur dans nos sociétés. Voilà. La question que je vais vous poser, en fait, s'adressait évidemment beaucoup plus directement à Jean-Bernard Pouilly au départ, mais on a eu envie de la garder, après si elle vous inspire ou pas, mais Raymond Queneau, qui était donc un grand amateur de polar, et s'était fait le garant à l'intérieur de la maison Gallimard des découvertes de Duhamel. Qu'est-ce qui, selon vous, lui plaisait là-dedans? On parle de Raymond Queneau. Est-ce que ça... Moi, je sais que historiquement, il fait partie des faits qui sont penchés sur le berceau de la série noire. Moi, ce qui m'a toujours fasciné par la série noire, mais ça, j'élargis la question en dehors de Queneau, c'est le fait que très tôt, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour une collection comme Le Masque, encore moins pour Fleuve Noir, mais très tôt, il semble que... alors, est-ce que c'était le fait qu'elle soit dans la maison Gallimard? Je ne crois pas seulement. Mais très tôt, cette collection a souvent été appréciée des intellectuels. Justement, il y avait Sartre qui avait une phrase en disant qu'il préférait lire une série noire que le Tractatus, justement, de Wittgenstein. Il y avait Giono qui a beaucoup écrit sur la série noire, qui était un grand lecteur, Aragon. Enfin voilà, on dit que Bernanos est mort avec une série noire une des premières séries noires sur sa table de chevet. Donc il y a toujours eu cette espèce alors, est-ce que c'est... Et pas ce côté je m'en canaille, simplement parce que ils y trouvaient quelque chose qui leur semblait intéressant, novateur, y compris du point de vue de la forme d'ailleurs. Et je sais que les premières séries noires, il faut être honnête, sont parfois traduites à l'arrache, à la limite de la parodie, etc. Mais il y avait une espèce d'énergie, de poésie, j'y reviens, qui était peut-être la poésie liée à l'apparition de thèmes qui n'avaient pas été traités comme ça jusque-là, celui de la ville, celui de la solitude, par exemple. C'est quelque chose qui est exploité qui est un thème une forme nouvelle de solitude, de façon d'être seul au monde, qui apparaît dans ces romans-là, et qui fait que, effectivement, au-delà même de Queneau, on sent que des gens sont très vus qu'il y avait avec cette collection de la série, parce que c'est de ça qu'on est... Il y avait... se produisait quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'une forme était en train de s'inventer. C'est pas simplement une transposition de textes américains, il y en a assez peu au début, mais une forme était en train de s'inventer, qui regroupait plein de choses, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, on ne se pose plus le problème de savoir si Hammett, Chandler, Woodis, par exemple, ou Chester Himes, ou Jim Thompson sont des écrivains. On les voit à peine, enfin, on les considère comme des écrivains, point. Voilà. Oui, sur ce qui est amusant sur Queneau, c'est que, pour boucler la boucle, c'est que un des spécialistes de Queneau aux États-Unis qui a traduit une bonne partie de Queneau, c'est James Sallis, et qui lui-même est dans la série noire, et donc qui est un des plus originaux aujourd'hui américains dans le roman noir. Hein. Et donc
je pense qu'il doit y avoir là un lien entre l'inventivité un peu langagière, hein, la créativité qu'a permis le genre, que permet le genre. Jérôme Leroy vient de le dire, justement, quand la série noire apparaît, il y a des collections très célèbres comme Le Masque, notamment. Il y a d'autres collections policières. Il y a aussi des petites collections plus populaires, ou plus pulps en tout cas, juste à la Libération. Je crois qu'il y a déjà La Chouette ou des choses comme ça. Voilà, Presse de la Cité. Justement, Philippe Corcuff, par exemple, toi qui as beaucoup travaillé sur le roman noir américain, qu'est-ce que c'est, pour aller un peu plus avant, qu'est-ce que c'est cette originalité de la série noire à l'époque qui nous fait connaître, bon, d'abord des auteurs en fait britanniques, si je ne m'abuse, enfin les premiers, c'est-à-dire Cheney et Chase, et Chase qui met en scène notamment des livres dans une Amérique imaginée et imaginaire. Mais très vite, il y a Horace McCoy, Don Tracy, il va y avoir Chandler, tout ça, ce qu'on a dit. Qu'est-ce que c'est cette originalité du roman noir américain? Oui, alors il faut... il y a un de mes collègues qui a été un de mes maîtres en sociologie, qui s'appelle Luc Boltanski, qui il y a 4 ans par là a sorti un livre qui est en fait une analyse des rapports entre l'État et le capitalisme historique à travers l'analyse de 2 genres littéraires, le genre policier et le roman d'espionnage. Ça s'appelle un livre de chez paru chez Gallimard d'ailleurs qui s'appelle Énigmes et complots. Et il met bien en évidence que l'invention à la fois du roman d'espionnage et du roman policier originel à énigmes a à voir avec, disons, le trouble qu'introduit dans la société et la question sociale le capitalisme. Il prend 2 figures du genre initial policier, la figure française avec Maigret, la figure anglaise avec Sherlock Holmes. Et il montre que, qu'est-ce que c'est qu'une l'énigme? C'est l'idée qu'il y a une faille dans l'ordre social. Mais le propre du roman énigme, tant chez Simenon que chez Conan Doyle, c'est en fait de résorber la faille à la fin, alors que on a trouvé l'intrigue. Et donc c'est l'idée que sous l'égide de l'État-nation, on peut réparer les failles du capitalisme. Bon. Alors, moi j'ai prolongé l'analyse de Boltanski en essayant de montrer que la particularité du roman noir, c'est de considérer, alors il y a quelques intuitions dans les notes de manchette là-dessus, c'est que la particularité du roman noir, c'est de considérer qu'on ne peut pas réparer la faille à la fin. C'est-à-dire que le désordre du capitalisme est structurel, donc les choses ne peuvent pas être réparées, c'est ce qui fait la plus grande radicalité politique en fait du roman noir, et que ça ne peut pas être réparé sous l'égide de l'État-nation, soit un commissaire de police, soit un détective en lien avec la police comme dans Sherlock Holmes, parce que les institutions étatiques sont elles-mêmes corrompues. Justice, police, politiciens, etc. Donc à la fois l'ordre social est structurellement injuste, et en même temps les institutions étatiques sont corrompues. Et c'est ça qui fait, à mon avis, la grande radicalité du roman noir par rapport, disons, au roman policier originel. Bon. Et donc la série noire fait intervenir cet élément. Alors ce qui peut paraître paradoxal, c'est parce qu'avec nos visions un peu parfois fausses, c'est qu'on a l'impression que politiquement c'est plus radical en Europe et que c'est plus modéré aux États-Unis, c'est que la radicalité vient d'un genre littéraire américain. Bon. Mais en même temps, cette radicalité, elle est portée par des auteurs qui d'une certaine façon, sont marginaux dans leur société, donc qui ont un rapport critique, mais dans une situation de marginalité par rapport à la société américaine. Et donc la série noire va faire intervenir, disons, cette logique de critique sociale, mais qui est, disons, qui n'est pas une critique sociale nécessairement complètement dans le contenu, c'est-à-dire que même les romans de Hammett, de Chandler ou de Ross MacDonald sont pas immédiatement politiques, mais ils ont une portée radicale sur l'ordre social, sur les institutions, qui a fait, à mon avis, leur originalité et, disons, l'apport par rapport à la tradition européenne, soit française, soit britannique. Je suis tout à fait d'accord. Il y avait un livre de Siegfried Kracauer sur le roman policier, de l'école de Francfort, donc c'est pas besoin d'entrer en spécial, mais en gros qui comparait le roman policier, parce que lui, ce qu'il avait lu à l'époque où il écrivait ça,
il avait lu Gaston Leroux, il avait lu Gaston Leroux, Sherlock Holmes, etc. Et en fait, effectivement, il montrait que c'était tout à fait calqué sur une messe, sur une cérémonie religieuse, avec une révélation à la fin qui sauvait tout le monde. Et c'est la matrice du roman policier, c'est qu'effectivement, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est une littérature profondément réactionnaire, contrairement au roman noir, c'est que c'est une littérature du retour à l'ordre. Je ne vais pas reformuler ce qu'a très bien dit Philippe Corcuff, c'est à savoir que effectivement, on se trouve avec le postulat de départ que la société va bien et qu'il y a un désordre qui intervient et qu'à la fin, ce désordre est éliminé, enfin est résolu, et c'est le retour à l'ordre. Littéralement, c'est du retour à l'ordre. Le roman noir, c'est quelque chose de beaucoup plus apparemment, de beaucoup plus pas nihiliste, faut pas peut-être aller jusqu'à quoique, mais en tout cas où le personnage est obligé constamment de, ça c'est une constante qui m'a frappé, je parlais de la solitude des personnages, mais elle est due à quoi? Elle est due au fait qu'ils sont obligés de se créer sans arrêt leur propre code de valeur, parce que finalement, tout ce qu'on a appris du bien et du mal, on le désapprend à toute vitesse dans le roman noir. Et on se trouve à être, et le personnage qui en général sur qui repose des choses est quand même constamment obligé, si c'est un privé par exemple, constamment obligé c'est pas un hasard d'ailleurs, c'est un détective privé, est constamment obligé de réinventer ce qui va être bien, ce qui va être mal, mais en fonction de la situation. Donc, espèce voilà, il n'y a plus de certitude. Et c'est assez intéressant parce que paradoxalement, c'est ce qui ferait de Maigret, on pourrait penser être un réac, c'est ce qui ferait de Maigret presque, à mon avis, un personnage de roman noir, parce que très souvent, il laisse quand même filer le coupable, ou très souvent, il a son interprétation de la loi, de la justice, et finalement, c'est déjà un personnage de roman noir, Maigret, ça m'a frappé, j'en ai relu un récemment, où effectivement, de fait, il laisse c'est le Noël de Maigret, il arrange, voilà, c'est pas du tout la loi à la fin qui est, pas du tout l'ordre et la loi qui est défendu, c'est ce qu'il estime être juste à ce moment-là. Et à ce titre-là, ça c'est ce qui me semble très, très, très important dans le roman noir, c'est de bien comprendre ça. C'est sur des gens, des hommes seuls, des femmes seules, qui font, ou ne font pas d'ailleurs, avec des situations où ils sont obligés sans arrêt de repenser leur attitude, parce que plus rien n'est sûr, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien, on est dans une espèce de zone incertaine. Et c'est ce qui fait que c'est passionnant d'ailleurs. Oui, tout à fait, avec Maigret et a fortiori avec ce que Simenon appelait les romans durs, c'est-à-dire les romans sans le commissaire. Non mais je prenais ce Maigret parce que justement c'est l'exemple même du truc fait pour formater, enfin qu'il formatait d'un genre à l'autre. Qu'il formatait, voilà, voilà exactement. Alors, à une période, là, parlons de la France, une période qui ne date pas, ce n'est pas ces dernières années, mais qui remonte à peut-être 2 décennies, je ne sais pas, qui coïncide en tout cas avec le fait qu'un certain nombre d'auteurs s'engouffrent dans le roman noir, c'est-à-dire une période où la littérature française a semblé se refermer sur elle-même, on peut dire se regarder le nombril. Est-ce que le roman noir, justement, a été et est plutôt alors un refuge, mais pas au sens pour se tenir chaud, mais je veux dire ou alors une position de tir, si par exemple tu peux préférer, Jérôme, ce genre de formule, en tout cas un endroit tout trouvé pour rendre compte du monde et de la société, pour explorer et pour critiquer. Sans doute, il faudrait voir je pense que le succès du roman noir, à cause de sa portée radicale, en France, donc il y a d'abord la première période, disons, d'accommodation de la série noire, et puis ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vague néopolar, mais qui est très liée quand même à l'humeur 68arde, et c'est ça qui donne, disons, une force, une importance, parce qu'avec la vague 68arde, ça devient je me rappelle, j'étais lycéen dans les années 70, ça devient un élément de la culture assez large de tous ces milieux. Hein. Bon. Ça participe de la culture générale, en fait. Et donc, il y a cet élément. Et après, il faudrait voir si le fait de l'intérêt pour le roman noir est en lien avec un certain rétrécissement, disons, de l'objet de la littérature en général française. C'est possible, il faudrait voir auteur par auteur, et puis
il faut savoir aussi l'élément de réception aussi, c'est-à-dire dans la littérature aujourd'hui en France, et puis quand je fais des débats pour des bibliothèques, c'est encore plus net, parce que beaucoup de secteurs romans noirs, polars ont été créés. C'est quand même les éléments les plus forts de succès quand même dans la littérature aujourd'hui. Hein. Dans une littérature qui est plutôt, disons, le roman noir aussi, mais plutôt en baisse, disons, la question de la lecture, de la littérature, etc. Donc il y a la dimension de la réception aussi. Mais c'est vrai que c'est une ouverture sur le réel qui, comment dire, comme ça a été dit par Jérôme tout de suite, c'est une sorte de dialectique entre les personnages principaux et le monde. C'est en ce sens-là que il n'y a pas de moralité, c'est pas des romans de moralisation, le roman noir, mais Manchette avait raison, c'est sans doute une des littératures les plus morales, au sens où c'est une école éthique, c'est-à-dire que mais c'est pas une éthique absolue, c'est-à-dire c'est pas l'idée j'arrive avec mes principes et j'applique mes principes de manière absolue. C'est qu'en fait l'éthique devient des repères qui se constituent dans les situations et que peu à peu je constitue mes repères moraux, mes valeurs dans la confrontation avec des situations, je les redéfinis, je les recompose, etc. Et que donc le mouvement d'un roman noir, c'est un mouvement de construction éthique, avec toujours souvent un minimum dans les personnages principaux, soit le détective, soit le flic marginalisé. Bon. C'est ce qui reste, c'est souvent une éthique, puisque c'est très souvent solitaire, une éthique ce que j'appelle une éthique du maintien de soi, de la préservation de soi. Bon. C'est-à-dire que même dans les situations les plus violentes, les plus terribles, il y a quelque chose, et même si les personnages principaux sont amenés à mettre eux aussi la main dans le cambouis, parce qu'ils ne sont pas indemnes du monde dans lequel ils sont, il y a quand même une éthique de maintenir une certaine intégrité de personnel. Bon. Et ça, je pense que ça, c'est une des grandes forces éthiques, disons, du roman noir. C'est presque, disons, quelque chose comme une école philosophique, hein, la lecture d'un roman noir de ce point de vue. Et dans ce cas-là, c'est très différent de l'éthique au sens de Kant, c'est-à-dire au sens où il y a des principes qu'on peut poser et puis qu'on va respecter. On est plus du côté justement de l'éthique selon Wittgenstein. Wittgenstein, on en a parlé tout à l'heure, il n'aimait pas les traités de morale et d'éthique, etc., de la philosophie, et donc il avait trois passions, les comédies musicales, les westerns et les romans noirs. Parce que pour lui, c'était ça la grande littérature philosophique sur les questions éthiques. Parce qu'il faisait la distinction entre le dire et le montrer, c'est-à-dire il y a ceux qui disent au centre de ceux qui théorisent des principes moraux, et puis il y a le montrer, c'est-à-dire comment l'éthique est en action dans des situations et comment la morale est dans un mouvement, dans une action en confrontation avec le réel et pas quelque chose en dehors de la réalité. Bon. Et c'est dans ce sens-là que l'éthique devient une sorte de mouvement d'école dans la confrontation avec le réel, avec les difficultés, et aussi de compromis, de compromission, de retour en arrière, etc. etc. La collection Série Noire, tout en étant extrêmement formatée, principalement au début, parce que c'est vrai qu'elle a un petit peu, elle est toujours formatée maintenant, mais le format a changé quand même. Au niveau de son format, de son nombre de pages, c'était des romans qui devaient être assez courts, de ses couves bien reconnaissables, tout en étant extrêmement formatée dans ce cadre-là. En fait, je pense dès le début, était ouverte à, tu commençais à aborder ça tout à l'heure, à des textes extrêmement variés, donc, qui ont évidemment des points communs, mais à des textes, des styles très différents. Et par rapport à... C'est quelque chose qu'on retrouve encore maintenant, je pense. Toi, donc, tu es entouré, pour en citer extrêmement vite fait, de Caril Ferret, par exemple, d'Antoine Chenas, de Deoa ou Elsa Marpeau. Voilà. Est-ce que... déjà, est-ce que tu veux réagir à cette histoire de oui, déjà, il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'histoire de la série noire, c'est que, pour aller vite, avant Manchette,
c'était une politique de collection. C'est-à-dire qu'on allait, les gens prenaient leur livraison mensuelle de la série noire chez le libraire. Il y avait 5 ou 6 parutions mensuelles et il y avait des gens qui allaient acheter 5 ou 6 parutions. Or, dans ces 5 ou 6 parutions, ils pouvaient très bien tomber sur un Carter Brown, et c'est vraiment pas terrible. Ils pouvaient tomber sur un James Aldechez, c'est une fois sur deux, c'est pitoyable. Et puis à côté de ça, il pouvait avoir un Jim Thompson, il pouvait tomber sur un Pierre Signac, mais il pouvait aussi tomber sur le énième roman de Truand, qui a été la plaie de la série noire pendant une bonne partie de... Enfin, sur prétexte que Simonin avait eu le succès, avait même eu le seul prix, je crois, littéraire, celui des Deux Magots, pour une série noire. Donc c'était, voilà. Après, il y a eu une mode des truands, comme il y a une mode des serial killers aujourd'hui, si vous voulez. Aujourd'hui, si vous n'écrivez pas un roman avec un type qui met du sang sur les murs, qui suspend une fille par les boyaux, ça marche pas. Bah, à l'époque, il fallait absolument écrire des polars avec des truands dedans. Donc vous aviez plutôt une politique de collection qui faisait que les gens prenaient ça et lisaient assez indistinctement le tout. Et puis, avec Manchette, qui a quand même quelque chose, qui apporte quelque chose de littérairement tellement fort, dont on a pris la pleine mesure, maintenant c'est clair, mais même sur le coup, que d'un seul coup, on commence à ne plus acheter une série noire ou des séries noires parce que c'est des séries noires, mais parce que tel auteur se trouve édité en série noire. Et ça, je pense que maintenant, c'est très clair. C'est-à-dire à la série noire, c'est très clair. On pourra essayer de réfléchir à qu'est-ce qui unit tous ces auteurs-là, mais quelqu'un qui achète un de mes romans n'achète pas nécessairement DOA, et vice-versa. Chez Nas, c'est pas forcément le même acheteur qu'Elsa Marpeau. Voilà, c'est-à-dire que on suit davantage des auteurs plus qu'une collection. Alors après, qu'il y a un air de famille, c'est possible, mais c'est quelque chose qui me semble assez net et qui d'ailleurs explique que la série noire ait changé de format aussi. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est une collection littéraire, presque pas comme les autres, mais presque. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un portefeuille d'auteurs, on essaye d'éviter des transferts chez un autre éditeur, ou au contraire d'en solliciter, etc. Et ça me semble important aussi, c'est que d'un seul coup, on ne lit plus des romans noirs, on lit des auteurs de romans noirs, pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs. Hein. C'est pas, je n'émets pas de jugement de valeur, mais moi je fais apparaître cette bascule-là à peu près avec quelqu'un comme Manchette qui est voilà, il y a peut-être Signac un peu avant, des choses comme ça, mais on achetait, voilà, comme le Fleuve Noir d'ailleurs, il y avait des gens avaient leurs 5 spécial police, leurs 5 SF, leurs 5 anticipation, leurs 5 espionnage. Voilà, donc on n'avait pas de... Puis les auteurs, on s'en fichait un petit peu, en fait, il faut être honnête, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas attention à qui écrivait, on lisait une série noire. Maintenant, on lit un auteur dans la série noire, je pense. D'ailleurs, ce serait-ce que pour des raisons de prix, c'est qu'on ne va pas acheter toutes les parutions de la série noire, c'est tout simple. Économiquement, ça devient beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, ça explique que c'est plus non plus tout à fait le même public qu'il y a 20 ans. Ou 30 ans, et voilà. Et donc ça, moi, ça me semble important, c'est-à-dire que et d'ailleurs, ça explique que par exemple, il n'y aura plus, enfin, je pense pas, mais il n'y aura plus cette espèce on a déjà parlé, enfin, s'il y a des amateurs dans la salle, mais les premières séries noires, il faut savoir qu'elles font toutes 250 pages, il ne faut pas rêver. Tous les romans qui étaient récupérés ne faisaient pas 250 pages, il y a des coupes sombres, honteuses, il fallait que ça rentre de toute façon dans le format. Bon, bah maintenant, vous avez des séries noires qui font, comme si vous prenez DOH, je sais pas, il y en a pour 800 pages à chaque roman, et si à côté de ça, vous prenez Kermissi là récemment, c'est quasiment une novella presque. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui intéresse la série noire, et en l'occurrence Aurélien Masson, quand il édite, c'est des auteurs. Voilà. Alors qu'il estime être, lui, mais c'est déjà le cas avec Rénal avant, ça avait commencé, voilà, c'est-à-dire que c'est le passage au grand format ne fait que sanctionner le fait que vous ne lisez plus des séries noires, vous lisez des auteurs qui publient la série noire. Voilà. Et bah, comme tu disais, je pense que le point commun des auteurs que tu viens de citer, et probablement aussi des envies de votre éditeur Aurélien Masson, sont des gens qui ont vraiment une écriture, qui ont un style. Ma question, c'est je sais pas si c'est bizarre de répondre à ça peut-être ou pas, mais c'est ton Berthet, on a très peu parlé de ton roman, mais c'est vrai que c'est moyennement le sujet ici, mais Berthet, le héros de ton dernier roman, donc L'Ange Gardien, dont on parlait tout à l'heure, qui, pour faire vite, est un tueur au service d'un service paraétatique, excusez-moi.
mais qui est aussi un fin lettré. Et ce qui est très important, est-ce que ce personnage-là, ce roman-là, t'aurais pu le faire ailleurs qu'à la série noire? Je sais pas. Je l'ai pas. Alors celui-là, oui, ce n'est pas le cas du bloc que j'avais pas. Enfin, oui, pas. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais ça aurait été plus. Mais par contre, je pense que oui, mais je suis pas sûr qu'ailleurs, dans une autre collection de polar que la série noire, je suis pas sûr. Parce que peut-être, et c'est des textes limite, n'exagérons rien, mais c'est comme chez Nas. Hein, je préfère plutôt que de parler de moi, je préfère de parler des copains. Donc c'est comme les romans d'Antoine Chénas. C'est vrai que je ne vois pas tellement ailleurs qu'à la série noire la possibilité, même chez des éditeurs très bien comme Rivage ou autres, mais je ne vois pas forcément chez Nas, chez Rivage par exemple, ou encore moins chez Albin Michel par exemple. C'est-à-dire que on est dans quelque chose qui est, il faut un éditeur à peu près aussi fou, c'est pas un, enfin aussi fou, malsain, pervers que Chénas lui-même pour prendre de tels textes qui, pour moi, est un des grands écrivains de la série noire aujourd'hui. Voilà, comme ça que les choses soient dites. Voilà, donc je sais pas. Je pense effectivement que ça peut être un critère de savoir si ces auteurs-là auraient été pris dans d'autres collections de polars. Effectivement, il n'y a pas beaucoup, en tout cas chez les Français, il n'y a pas beaucoup d'auteurs dans cette série noire New Look depuis 2005. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs français qui n'aient ni saveur ni odeur. C'est-à-dire ce qui arrive quand même assez fréquemment dans la littérature de genre aujourd'hui. D'ailleurs, parce que les gens peuvent aussi rechercher simplement une histoire. Ils ont le droit aussi. Voilà. J'avais envie de vous citer une phrase que Jean-Bernard Ploux a écrit dans sa postface du livre Tout à disparaître, dont on parlait tout à l'heure, qui compile 5 de ses romans, c'est ça, paru à la série noire. Donc dans cette postface, JB écrit: la SN la série noire que nous avons connue, qui nous faisait baver et qui nous en faisait baver, a disparu dans le format historique que l'on connaissait, au profit d'une nouvelle monture plus hystérique, audacieuse et correspondant mieux à ce qu'est devenue la littérature noire, qu'il écrit avec des capitales, littérature noire, qui entre-temps a d'ailleurs envahi le monde, toujours avec une capitale, pour établir le califat du polar, avec des capitales également. Vous commentez? Ça dépend comment on peut interpréter ce que dit Pou ici, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses. Il y a une transformation du public, il y a une transformation de la légitimité culturelle. Bon. Alors la transformation de la légitimité culturelle, c'est quelque chose de classique en sociologie. Hein. Si on prend les textes d'Adorno des années 30, fin des années 30, début des années 40, quand il est en exil aux États-Unis, il écrit sur les industries culturelles et il va stigmatiser à la fois le jazz comme une décomposition par rapport à la musique classique et le cinéma. Et le cinéma qu'il attaque, c'est le cinéma de Lubitsch, qui serait considéré aujourd'hui comme le cinéma cinéphilique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une hiérarchie des genres culturels et des objets légitimes culturels. Et puis, ça se déplace. Et aujourd'hui, le jazz serait considéré comme une forme intellectuelle et le cinéma de Lubitsch une forme intellectuelle. Et donc il y a eu un déplacement. Il y a eu la littérature blanche, littérature noire. Il y a une hiérarchie très forte culturelle qui a été pour partie résorbée. Hein. Bon. Ça, c'est le premier point. Donc, il y avait comment dire, il y a un attrait. Sans doute pour un auteur de roman noir comme Puit, d'être plutôt une littérature de caniveau qu'une littérature qui est devenue légitime. Bon. Et d'où peut-être les majuscules. Bon, hein, bon. Après, il y a un deuxième problème, c'est qu'avec cette transformation culturelle, il y a aussi une transformation du public. C'est-à-dire que le public est de moins en moins populaire au sens des classes populaires. Et donc le public du roman noir, c'est un public de couche moyenne, salariée, voilà, bon. Ou de couche ou de classe supérieure. Bon. Et donc le public s'est transformé aussi. Et donc là aussi, il y a quelque chose qui
s'est transformé avec la hiérarchie culturelle, avec la hiérarchie sociale. Et donc, sans doute, avec ces majuscules, le roman noir a perdu, non pas de son contenu radical, mais de sa portée radicale dans la société. Voilà. Alors, voilà. Et, en même temps, il faut relativiser, ça reste un genre par rapport au reste de la littérature qui est davantage lu dans les classes populaires encore. Hein. Donc, il faut relativiser puisque ça reste dans une littérature qui est de moins en moins, en fait, il y a un recul, disons, qui est de moins en moins quelque chose qui est approprié par les milieux populaires. Bon, à cause parce qu'il y a les autres supports, il y a eu les médias audiovisuels, maintenant il y a Internet, etc. Donc il y a d'autres éléments de rapport culturel, mais donc ça reste quand même plus accessible que le reste de la littérature, mais disons, il y a quelque chose dans la portée sociale, ou dans l'effet dans la société du roman noir qui a été perdu et qui peut-être explique cette espèce de nostalgie de Pouille. Oui, je vais une exégèse différente des paroles de Saint Jean Bernard, enfin légèrement différente. C'est que ce qu'il constate, c'est que, en même temps c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement le polar, enfin on l'a déjà dit, c'est pratiquement une vente sur 4 ou 5 de livres en France. Régulièrement, si vous regardez les listes, toutes catégories confondues, pas un roman sur 4 ou 5, un livre sur 4 ou 5, c'est-à-dire du guide touristique et confession de stars comprises. Donc, à partir de là, effectivement, la série noire, depuis 2005, parce que c'est comme on est là pour parler de la collection, elle est en réaction contre cette uniformisation du polar, parce que c'est assez normal, c'est comme, dans la mesure où c'est devenu une littérature qui est à ce point, peut-être pas un califat, mais qui à ce point règne sur l'édition. Il n'y a pas une maison d'édition qui n'a plus de collection de polar. Il faudrait peut-être qu'on réfléchir au contraire, quelles sont les maisons qui n'ont pas leur propre collection. Donc là-dedans, il est évident que le public peut à peu près tout trouver sous l'étiquette polar. Mais c'est la même chose que pour la littérature blanche. Avant, quand il achetait un polar, il savait en gros, il y avait un prisme qui allait qui n'était pas si important. Aujourd'hui, il ne sait pas s'il va acheter s'il va comme ça, vous allez dans un rayon polar d'une grande surface ou même d'un libraire qui fait bien son boulot, il n'empêche que c'est classé par ordre alphabétique et que vous allez avoir Manotti à côté de Musso, par exemple. Enfin, bon, Musso, mais voilà, mais c'est parce que donc, et les gens vont dire, tiens, c'est du. Bon, alors, c'est aussi absurde que de mettre en littérature blanche, non, je vais pas me blesser, je vais vexer personne. Il y a des fois dans les rayonnages, on voit l'ordre alphabétique consacre un grand écrivain ou un très bon écrivain et une daube à la mode. Et donc, c'est la même chose dans ce qui se passe dans le polar aujourd'hui. Et effectivement, la série noire essaye de préserver à travers des tempéraments d'auteurs très différents la radicalité dont vous parliez, parce qu'effectivement, voilà, et ça me semble, c'est peut-être ce qui pourrait définir ce qu'est la série noire aujourd'hui, et ce que voulait dire Pouille en disant, voilà, les plus hystériques, plus, etc. Parce que justement, on ne veut pas, en tout cas, on ne veut pas que cet étiquetage polar soit un nouveau reformatage insidieux, voilà, qui existe quand même pas mal dans ce que les gens peuvent lire aujourd'hui, peuvent trouver. Alors, pour terminer avec des romans de la série noire, il y a quelques semaines de cela, le journal Le Parisien proposait ce genre de choses qu'on aime bien faire, y compris parfois qu'on aime bien faire entre nous ou entre vous, enfin, qui est comme l'idée, qu'est-ce qu'on emporterait sur une île déserte? Et là, ils avaient demandé à Jean-Bernard Pouille quels étaient ces 5 indispensables. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous les donner un par un et vous faire réagir après vous avoir dit ce que Pouille en dit. De Jim Thompson, Monsieur Zéro, mais ça peut être aussi de l'auteur lui-même. Hein. Et voilà ce qu'il met. Bon, je rappelle un peu juste, le héros Clinton Brown est un journaliste alcoolique à l'humour féroce, un sale type soupçonné d'avoir brûlé vif son épouse. Pouille dit, c'est un livre d'un pessimisme absolu. Jim Thompson, encore plus que Robin Cook, part du constat qu'il n'y a rien à sauver dans le monde et ses personnages sont souvent pathétiquement glauques et au bout du rouleau. Mais le style de Thompson est exceptionnel et ses histoires sont magnifiques.
je pense qu'il a la raison de la comparaison avec Robin Cook, c'est-à-dire qu'on est à une forme, disons, extrême du roman noir, c'est-à-dire où la dimension, disons, moraliste est toujours là, c'est-à-dire dans la critique du caractère, disons, décomposé du monde, mais il n'y a plus aucune porte de sortie. Bon, et donc on est vers la forme, disons, où la sortie nihiliste du roman noir, où il n'est pas possible de sortir. Dans d'autres romans noirs, c'est très pessimiste, mais même chez Goudis, quand c'est très noir, ça peut sortir par exemple par l'amour, donc qui est une des ouvertures. Bon. Tandis que là, il n'y a pas d'ouverture du tout. Donc, et ça constitue, il me semble, la limite du roman noir. Je pense que c'est lié à l'expérience de Thomson lui-même. À la différence de Hamet, Hamet est devenu communiste après. Bon, hein, et Thomson était communiste avant. Il a écrit après. C'est un élément inverse hein, par rapport au rapport au roman noir. Hein. Hamet, lui, il a plutôt commencé chez Pinkerton à casser des grèves, donc plutôt de l'autre côté. Hein, et c'est après qu'il est devenu communiste, après avoir écrit, etc. Bon. Et là, on a, oui, sans doute lié peut-être à la désenchantement par rapport à l'expérience communiste, une sorte de nihilisme fort, mais qui reste dans ce cadre du caractère, disons, radicalement critique du monde. Bon. Je pense qu'après Thomson et après Cook, on pourrait passer à un autre élément qui serait une littérature, mais dont je n'aurais pas d'exemple, mais ça aurait pu basculer du côté de... ce léninisme aurait pu basculer du côté d'une célébration du monde tel qu'il est, en disant le monde est comme ça et adaptons-nous. Ce qui n'est pas le cas de Thomson, mais on est à la limite où ce qui viendrait après pourrait être ça, voilà, une célébration qu'on appellerait aujourd'hui postmoderne et nihiliste du monde tel qu'il est. Sur Jim Thompson, c'est évidemment un auteur que j'aurais mis dans les 5. Je vais aller très vite, je crois que Monsieur Zéro, en plus, c'est une histoire d'impuissance sexuelle, si mon souvenir est bon. Donc voilà, c'est en plus des sujets qui ne sont pas évoqués avec une telle. C'est ça aussi, il faut être aussi parfois un petit peu évident. Ce que les gens ont aimé dans la série noire aussi, c'est le côté. C'est d'ailleurs la profession de foi de Marcel Duhamel qui la crée. Ils n'hésitent pas à aborder, les auteurs de séries noires n'hésitent pas à vous mettre mal à l'aise, à aborder des sujets dont on a honte, donc par exemple en rapport avec la sexualité. Là, je me souviens très bien, Monsieur Zéro, en plus c'est une histoire d'impuissance sexuelle qui explique d'ailleurs en grande part. Voilà, et donc ça c'est des trucs dont on ne parle pas, on ne voyait pas ça ailleurs. C'est la grande force de la littérature populaire aussi. Le deuxième, Le Petit Bleu de la côte ouest de Jean-Patrick Manchette. Un cadre quitte femme, enfant, bagnole et télé pour échapper à 2 tueurs. Mais pourquoi veut-on l'abattre? Puis dit, Manchette a marqué le renouveau du polar à la française. Il est le premier à ne plus être influencé par les auteurs américains des années 30. Son style est très nerveux, comportementaliste. Ses personnages ne sont pas des flics. Et ça, c'était nouveau dans les années 70. Je vais aller très vite sur Manchette, ce qu'on me fait signe après qu'on est un petit peu à la bourre. Moi, mon Manchette, c'est capital. En plus, Manchette, je crois, je lui suis d'autant plus reconnaissant qu'il a fait c'est grâce à lui, volontairement ou involontairement, que les gens ont pu considérer que c'était tout simplement... que des écrivains de noir pouvaient être des écrivains, tout simplement. Par exemple, Pouy a fait une petite histoire du polar où c'est intéressant. Il montre comment, par exemple, la forme inventée par Manchette, c'est largement diffusé dans les éditions de Minuit, qui sont quand même le comble du chic en matière de littérature. Et il parle de gens comme Tanguy Viel, Yves Ravet, et le premier d'entre eux, mais qui lui a l'honnêteté de dire qu'il doit énormément à Manchette, qui est Jean Echenoz, effectivement. Voilà, donc disait Manchette. Oui, je pense en plus qu'il l'a construit à partir d'une lecture du roman noir américain qui était en partie biaisée. C'est-à-dire que quand il dit que le style du roman noir américain de Hamet notamment est behavioriste et comportementaliste, c'est excessif. C'est-à-dire que c'est la logique de l'action qui imprime par rapport aux notations psychologiques. En fait, il invente un Hamet extrême, mais qui est en fait le style de Manchette.
C'est-à-dire que le style behavioriste, c'est le style de Manchette plus que le style de Hammett, et encore moins le style de Chandler. Avec une dimension pour Manchette, mais importante, qui est l'humour. C'est-à-dire chez Hammett, c'est moins évident. C'est parfois sarcastique. Par contre, chez Manchette, il y a de l'humour, voire une forme de mélancolie. Bien, et bien, puisque le sablier est arrivé à sa fin, je vous cite simplement les 3 autres. Justement, Raymond Chandler, The Long Goodbye, qui dans le temps s'appelait sur un air de Navaja, on ne sait pas pourquoi. Londres Express de Peter Lugran et Le Lézard lubrique de Melancholy Cove de Christopher Moore. Bien, merci à Jérôme Leroy et à Philippe Corcuff, et merci à vous.